Tout à fait. Pardon, D. D. Oui, OK, merci. Donc, je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour présenter, suivi d'une présentation, une période de questions de 5 minutes. Je réfléchirai le temps restant à l'aide d'un carton indicateur à 10 minutes, à 5 minutes, à 2 minutes et à 30 secondes. Et les 10 dernières secondes seront sur mes doigts. Je vais les compter avec les doigts comme ça. Donc, je vais partir le chronomètre dès que vous serez prêt à débuter. Vous voulez juste, est-ce que vous vouliez vous présenter? Non, Ah, non. Non. Ben, on l'a pas fait aux autres cas, là, ça allait. Parfait. Donc, oui, débuter, ça va bien. Comme vous voulez. Donc, bonjour, M. Parent. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on est aujourd'hui ici avec vous. Nous avons analysé votre situation. Vous aviez quelques questionnements, autant par rapport à votre situation de mariage, à une possible incorporation due à votre métier de médecin ou à d'autres questions au niveau fiscal et d'autres. Nous les avons analysées. Aujourd'hui, nous sommes ici exactement pour répondre à certains questionnements que vous avez. Je vais tout d'abord laisser mon équipe se présenter. Bonjour, c'est Michael Fortin. Michael Larouche. Donc, ainsi que moi-même, Maxime Lessard-Pelletier. Donc, sans plus tarder, donc nous avons énuméré les mandats que je vous parlais tout à l'heure au niveau du mariage. Vous avez posé des questions au niveau de vos cotisations pour le régime enregistré d'épargne-études pour votre fils Gabriel, ainsi également au niveau de l'ajustement de la stratégie de placement. Donc, on le verra lors de la présentation, ainsi que le plan de retraite, la couverture d'assurance, ainsi que les avantages de l'incorporation. Donc, au déroulement de la présentation, on aura d'abord l'analyse, suivi des stratégies de recommandation, de l'implantation du plan, et puis le suivi par la suite qui se fera. Donc, au niveau du budget actuel, je vais laisser la parole à mon collègue, M. Michael, pour le budget actuel. Donc, en ce moment, vous êtes deux conjoints pour le revenu familial. C'est sûr que c'est vous qui amène la majorité des revenus à la famille. J'ai mis votre budget mensuel, mais si vous le demandez aussi, il sera possible de vous le mettre en annuel, ce que c'est plus intéressant, c'est plus facile à prévoir et à regarder. Donc, dans vos revenus, un revenu net mensuel de 25 000 dans votre cas. Dans votre cas, de votre conjoint de 2 667 Là-dessus, on a soustrait vos dépenses par rapport à votre revenu d'emploi de 400 000 moins vos 100 000 Dans vos dépenses, l'actualisation des REER que vous actuellement investissiez, moins vos impôts, vos CELI, les assurances que vous acquérez en ce moment-ci, le remboursement de votre emprunt hypothécaire, de votre prêt automobile, soit des dépenses de 16 547 par mois, soit un revenu de moins les dépenses de 8 453 Comme vous l'avez mentionné, ce budget-là, pour vous, ben, c'est exactement le reste, c'est pour votre train de vie. Donc ça, c'est vos dépenses majoritaires. Pour la famille, ça vous laisse un revenu de 10 668 au train de vie. Maintenant, au bilan. Un bilan, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est de montrer qu'est-ce que vous possédez comparativement à vos dettes pour voir en ce moment si votre valeur honnête. Donc, dans vos avoirs, vous avez en ce moment un compte chèque de 18 000 vos épargnes, vos CELI, votre résidence, votre chalet que vous avez vendu, on a mis justement la valeur à laquelle vous l'avez vendu. Quand vous allez recevoir l'argent, ça va être l'argent qui va être disponible pour vous. Le véhicule, pour un total de 615 200 Et pour vos dettes sur votre emprunt hypothécaire, votre carte de crédit actuelle, votre prêt automobile, soit des dettes de 225 588 soit une valeur nette quand même de 387 612 Donc, moi, un peu, qu'est-ce qu'on va faire, c'est travailler un peu avec vous pour optimiser ce patrimoine-là et à vous rendre pas plus riche, mais au moins maximiser votre argent. Donc, pour ce qui est de la réduction fiscale du chalet, c'est un petit côté qui vous intéressait. Dans le fond, du côté autour de l'imposition, on peut préciser une résidence principale. Dans le cas où, actuellement, dans le fond, votre chalet, vous l'avez eu pendant 20 ans, et la maison, vous l'avez pendant 5 ans. Vous l'avez depuis 5 ans. La répartition, on a pensé à un 19-1 parce que le calcul se fait à une année plus le nombre d'années qu'on choisit la résidence principale. Donc, on a mis 19 ans dans le chalet car on s'est dit que la maison, ce n'était pas nécessairement la maison à laquelle vous alliez la vendre. Donc, ça pourrait toujours baisser. Les marchés sont peut-être même au maximum actuellement. Donc, on s'est basé sur le fait que l'argent était mieux d'aller la chercher tout de suite.
Donc, on a préféré mettre un 19 ans sur le chalet pour ne pas être imposé là-dessus. Pour ce qui est du régime d'épargne d'études, excusez. La cotisation maximum, dans le fond, vous vouliez plus d'informations par rapport à ça. Donc, les modalités, dans le fond, c'est les subventions sont de 20 jusqu'à concurrence de 500 $. Donc, ce qui veut dire que la cotisation maximale que la subvention suit, c'est 2500 $. Ça, nous, on vous a mis ça comme minimum par année parce que vous avez les moyens, puis c'est une façon facile d'aller chercher 20 de rendement. Pour un total, dans le fond, de toutes les contributions par rapport au REE, c'est 50 000 $ par enfant. Donc, vous en avez juste un, on s'est limité à 50 000. Donc, un maximum de 7 200 qu'on n'atteindra pas, malheureusement, dans les 7 ans qu'on a de disponible. Ce qui est intéressant aussi par rapport au REE, c'est qu'on n'a pas imposé sur les intérêts tout de suite. Ça sera mais qu'on va sortir les placements, que l'enfant va être imposé, lui, sur les gains effectués dans le placement. Donc, c'est un autre avantage des REE. Ensuite, comme je viens de dire, la cotisation est admissible jusqu'à 17 ans de l'enfant. Donc, pour résumer un peu, les minimums, première année, on a le droit de doubler la subvention, car vu qu'on n'a pas cotisé dès la première année de l'enfant et qu'on n'a pas bénéficié de toutes les années, on a le droit à une double année. Donc, un investissement de 5 000 $ en partant, ce qui va nous faire chercher un 1 000 $ de subvention. Donc, un gain très facile à aller chercher. Et pour les 2 à 7 ans, dans le fond, jusqu'au temps que Gabriel ait 17 ans, on va pouvoir aller chercher un 500 $ de plus de subvention en mettant 2 500 $. De l'autre côté, on nous a mis le maximum, dans le sens où c'est sûr que c'est intéressant à REE, car on n'est pas tout de suite imposé sur le gain, sur les intérêts. Et c'est l'enfant, lorsqu'il le recevra, qui va être imposé là-dessus. Donc, on vous a sorti le maximum parce que, tout dépendamment de l'argent que vous voulez, comment vous voulez en disposer, c'est sûr que l'option CELI est une autre option aussi, où on n'est pas imposé du tout. Donc, on voulait maximiser le CELI, puis le reste, peut-être l'argent qui vous restera de côté, le placer peut-être dans le REE. Ensuite, au niveau du mariage, vous avez fait peur que vous n'aviez pas actuellement de contrat de mariage avec votre époux. Ça peut être une situation problématique, surtout considérant, évidemment, lorsque ça va bien, on veut que ça continue à bien aller, mais quand ça va moins bien, c'est là que le contrat est important. Présentement, vous avez un bon salaire, votre époux, donc un salaire inférieur au vôtre, ce qui peut créer des problèmes lors d'un potentiel divorce. Donc, pour être sûr d'avoir des bases solides au niveau du contrat de mariage, c'est important de rencontrer un notaire parce que qu'est-ce qui arrive présentement avec le contrat que vous avez, c'est que les biens que vous possédiez avant le mariage sont ceux de la personne qui les possédait et non réputés comme appartenir aux deux, évidemment, sauf le patrimoine familial qu'on pourrait se reparler, qu'on ne se penchera pas sur notre rencontre actuelle. C'est important de voir avec un notaire parce qu'il peut avoir des impacts assez importants au niveau des actifs que vous possédiez. Donc, s'il arrive d'avoir une rupture ou un bris du contrat de mariage, donc c'est essentiellement ce qui est énuméré pour avoir plus d'informations. Sinon, au niveau de la retraite, c'est beaucoup de chiffres, mais ça vient des événements réels dans la vie. Donc, vous avez fait part que vous aviez un désir de prendre votre retraite à 65 ans. Vous avez donné beaucoup d'informations qui nous permet de faire une analyse qui est assez poussée de votre situation. Donc, vous nous parliez, vous vouliez avoir 60% du coût de la vie actuel, donc ce que vous dépensez pour vous et pour la famille. Donc, le 60% plutôt représentait à peu près 103 030 par année. Ce 133 000-là, il est au début de la période de retraite. Donc, on parle d'un horizon de retraite de 29 ans. Il vous reste encore 23 ans actuellement pour épargner, mais il faut voir, dans le fond, l'actualisation. Donc, combien il faut d'argent au total pour subvenir à vos besoins en ayant 103 000 de sortie de fonds à chaque année de votre compte. Donc, un calcul nous mène à un montant de 3 377 000. Évidemment, vous avez déjà des épargnes de 455 000 avec votre REER, avec votre CELI. Donc ça réduit les montants que vous avez besoin de placer. C'est de l'argent qui va continuer à fructifier dans le temps, qui va
qui va faire des petits, comme on dit, puis qui va vous amener à la retraite que vous désiriez. Une autre particularité, c'est que vous allez avoir des régies des rentes du Québec qui vont rentrer lors de votre retraite. Donc, c'est d'autres montants que vous n'avez pas à assumer directement. Donc, qu'on a assumé à environ 522 000, oui. Donc, le capital nécessaire que vous avez de vos propres moyens à aller chercher, c'est 2 855 000 approximativement. Donc, si on fait avec les marchés, donc on a regardé avec les prévisions qu'on avait les plus précises, on arrivait à un rendement de 5,9 dans vos placements avec les montants révisés. Présentement, vos placements sont peuvent être avec un rendement assez faible, malgré que vous avez une aversion au risque qui pourrait s'améliorer dans le temps. Donc, on serait capable d'aller chercher un 5,9. Donc, c'est ce qu'on essaierait d'aller chercher. On a pris en compte aussi évidemment l'inflation, donc le coût de la vie à chaque année qui augmente. Donc, on le prend en considération de 2 parce que vous l'avez demandé, vous vouliez avoir ce montant de 103 000 que je vous parlais, donc il est toujours indexé à 2 Donc, il représente toujours en valeur d'aujourd'hui un 2 qui augmente, qui va de plus en plus. Donc, ce que vous devez accumuler par année présentement pour arriver à votre but de la retraite, c'est 24 000. Ce montant-là, il est évidemment très atteignable pour vous, puisque déjà, vous cotisez au maximum à votre REER, vous cotisez au maximum à votre CELI, puis ce montant-là est déjà inférieur à ce que vous cotisez déjà. Évidemment, il y a la différence, c'est pas énorme, donc les montants qui pourraient être en plus pourraient pallier à une diminution des marchés ou à une augmentation de l'inflation, à différents scénarios qui pourraient rendre plus problématique l'atteinte de vos objectifs. Mais présentement, il n'y a pas de crainte à avoir. Vous pourrez prendre la retraite que vous désirez à 65. Donc, au niveau des placements, on fait un léger rebalancement assez rapidement. Donc, avant, vous aviez 60 en actions, 40 en revenus fixes, donc des obligations du Canada essentiellement. Évidemment, vous prenez de l'âge. Ce que ça veut dire, c'est que vous vous rapprochez de la retraite, mais également que vous avez une moins grande propension au risque, vous êtes moins capable d'accepter les risques. Donc, il faut réduire la partie d'action plutôt pour augmenter vos obligations et d'avoir un placement plus sécuritaire. Donc, c'est quelque chose qu'on fait avec le plan que nous avons aujourd'hui. Puis, évidemment, c'est d'aller chercher les meilleurs taux avec des frais de gestion qui sont les plus faibles. Donc, d'aller chercher des taux long terme. Donc, on a vu dans les prospectus qu'on regardait ensemble, il y a certains placements qui vont être meilleurs à court terme, mais moins bons à long terme. Nous, qu'est-ce qu'on va regarder avec vous? C'est les meilleurs placements à long terme et non des meilleurs placements à court ou moyen terme. Donc, aussi, pour ce qui est l'avantage et inconvénient de l'incorporation, vous nous avez demandé un petit briefing là-dessus. Donc, l'un des principaux avantages, c'est le fractionnement des revenus. Donc, aussitôt que votre enfant aura l'âge majeur, on va pouvoir fractionner notre revenu et y verser des dividendes allant jusqu'à 20-25 000 sans qu'il soit imposé là-dessus. C'est pas un montant de base. Ensuite, il y a aussi votre impôt qu'on va pouvoir verser des dividendes, donc aller chercher jusqu'au palier maximal. Dépasser cela, ça va revenir au même. Donc, on a déjà encore là un pourcentage de sauvé. Un autre point très fort, c'est les liquidités excédentaires, donc 20 versus 50 Ça, je vais en parler un petit peu après, j'ai un petit tableau. Aussi, il y a aussi le fait que c'est une entité distincte, donc c'est côté sécurité, mettons si on emprunte ou quoi que ce soit par le biais de cette entreprise parce qu'on a des liquidités ou quoi que ce soit. Ça peut toujours être intéressant de savoir qu'on est moins. Ensuite de ça, les frais d'incorporation, ça serait le seul côté négatif, mais il est facilement récupérable avec justement le fractionnement de revenus et aussi les liquidités excédentaires que vous avez amplement. Donc, le petit exemple simplifié que je vais vous montrer, donc pour que vous compreniez mieux un peu le principe. Du côté incorporé, c'est sûr que ça, c'est des abrégés. C'est vraiment genre un peu comme là, c'est 50% au lieu de 49 au lieu de 97. On comprend que c'est approximatif. Donc, on voudrait juste vous montrer, par exemple, que si on passe par l'incorporé, si on laisse les liquidités dans la compagnie, on va sauver environ 40 000 d'impôts par année. Donc, aussi, ça vous permet de planifier un peu mieux votre retraite parce que les montants, vous allez pouvoir les sortir lorsque vous en avez besoin. Donc, c'est toujours intéressant.
Donc, maintenant, pour les assurances. Comme vous avez parlé, vous êtes déjà couvert pour les invalidités. Sauf qu'en ce moment, comme vous avez déjà vu, vous avez déjà environ 100 000 en dépenses pour vos frais de travail, des choses comme ça. Mais il y en a souvent beaucoup des frais là-dedans, que c'est des frais que même si, mettons, vous tombez en invalidité, ils vont rester fixes. Comme ça, mettons, vous avez des locaux ou une secrétaire, des choses comme ça, mais c'est des frais qui vont continuer de subvenir, même si vous êtes en invalidité. Donc, pour pallier à ce manque, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est que vu que, justement, on vous propose de vous incorporer, c'est que l'entreprise vous protège directement de ce risque, dans le fond, votre propre entreprise, en vous achetant une assurance de protection, une assurance invalidité, frais de bureau. De plus, comme en ce moment, vous avez une assurance responsabilité qui est actuellement dans vos assurances, nous n'avons pas vu que vous êtes couvert par ce risque. Sauf qu'en cas de justement faute professionnelle, c'est des choses qui peuvent arriver, même si on ne doute pas des compétences des personnes ou des erreurs, ça peut toujours arriver. Mais par rapport à ça, il y a des poursuites, il y a des choses qui peuvent arriver. Donc, encore, votre entreprise pourrait justement vous couvrir avec une assurance faute professionnelle. Comme c'est sûr que dans ce montant-là, on vous propose peut-être quelque chose en haut d'1 million, parce que des fois, quand il y a des poursuites, des choses, des frais, ça monte extrêmement vite parce que c'est la vie de personne et ça peut être des gros frais. Sinon, au Québec, c'est ça, dans vos assurances, on n'a pas vu non plus que vous aviez une assurance automobile. Peut-être que oui, mais pour le moment, on ne l'a pas vu. Donc, au Québec, c'est sûr que la SAQ, la Société d'assurance automobile du Québec, obligatoirement, on doit être assuré pour autrui. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose peut-être? On sait que aussi votre conjoint a un véhicule. Peut-être vous êtes à magasiner une assurance véhicule pour vos deux ensemble, dépendamment de vos besoins avec les valeurs de vos véhicules. C'est sûr qu'il nous manquait d'informations pour savoir c'est quoi la marque de votre véhicule, qu'est-ce qu'il vous reste à payer, des choses comme ça. Donc, avec plus d'informations, on serait peut-être capable de justement vous proposer quelque chose. Sinon aussi, vous avez une résidence qui a maintenant la juste valeur marchande est 450 000 $. Vous n'avez pas d'assurance habitation pour cette maison-là. Donc, c'est sûr que les probabilités sont quand même basses, mais l'impact est immense. C'est le genre d'événement qui pourrait arriver que peut-être qui pourrait mettre votre retraite en péril. Donc, ce qu'on vous propose aussi, c'est de vous acquérir une assurance résidence pour au moins 450 000 $. Parce que c'est sûr que reconstruire sa maison-là, dépendamment du secteur, ça peut être peut-être encore plus cher. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Sinon aussi, qu'est-ce que vous désiriez? C'était qu'en cas de votre décès, pour les assurances-vie, c'était que votre famille conserve un train de vie de 80 %, mais en plus que votre conjoint puisse prendre sa retraite à 65 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit scénario, j'ai fait dans le fond les calculs. C'est sûr que dans mes hypothèses, c'est qu'en vieillissant, vos dépenses vont diminuer. L'hypothèque, c'était dans 19 ans, elle allait être terminée de payer. Et ensuite, votre enfant, j'ai mis un 7 ans, mais il va être rendu, je pense, je l'ai mis jusqu'à 24 ans, je pense que c'était 11 ans. Donc, les dépenses du ménage vont diminuer, donc ça va prendre moins d'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai calculé? C'est qu'au total, ça vous prenait environ 1 100 000 pour réussir tout en épargnant, pour que votre conjoint puisse épargner tout le long de sa vie en cotisant au REER et aussi en continuant de travailler et aussi en gardant le même train de vie de 80 %. Donc, actualisé en étant placé à un taux de 4 % et en retirant les rentes nécessaires pour garder le train de vie, ça demandait environ une assurance vie de 800 000 $ pour le moment. Je sais qu'en ce moment, vous avez déjà une assurance vie de 350 000 $, donc, mais je sais qu'elle vous coûtait une chose, je pense que c'était 420 $ par année. Donc, je pense que vous seriez capable de peut-être augmenter ce montant-là. Et je sais qu'en plus, vous avez une assurance vie permanente. C'est sûr que dans le cas de l'assurance vie permanente, c'est peut-être plus compliqué. Sauf que c'est sûr que vous pourriez regarder ce que vous pourriez faire ou seulement augmenter aller chercher des assurances complémentaires. Donc, au niveau des conseils, on a certains conseils assez rapidement. C'est le temps en file. Donc, on ne s'épanchera pas sur les explications. Mais il y a payé à la carte de crédit, vous avez déjà un montant dans votre encaisse qui vous permettrait de la rembourser. Les cartes de crédit ont un pourcentage d'intérêt assez élevé. Donc, évidemment, vous pouvez le rembourser avec ça ou même le mettre sur votre marge de crédit si vous n'avez pas le choix de le rembourser présentement. Sur votre marge de crédit, le taux d'intérêt est de 1 %, donc vous allez sauver avec cette différence-là. Ensuite, rédiger un mandat en cas d'inaptitude, une procuration générale d'administration, puisque vous n'en avez pas déjà, ce qui est très important si vous tombez malade, si vous tombez invalide, qu'il y ait quelqu'un qui puisse gérer vos actifs. C'est important, surtout considérant le fait que vous avez un jeune enfant en charge. Donc, si les deux, vous et votre mari, tombez malade ou avez un accident, par exemple, donc il n'y aurait personne qui serait vraiment déterminé à agir à titre légal pour Gabriel. Donc, ça pourrait être problématique. Ensuite, on vous en a parlé tout à l'heure du testament, donc c'est important de consulter un notaire pour
pour avoir vraiment une situation claire et ajustée à vos besoins au niveau testamentaire. Rapidement, dans le fond, c'est de rencontrer au moins une fois par année jusqu'à 65 ans pour évaluer votre situation financière. Parce que présentement, qu'est-ce qu'on vous dit, c'est des situations qui arrivent présentement, mais ça ne peut pas être utilisé comme un plan à vie. Il faut voir avec un planificateur financier, avoir un suivi. Puis s'il y a des événements majeurs qui surviennent, c'est important à ce moment-là de réévaluer votre situation, car il y a beaucoup de paramètres qui peuvent avoir changé. Donc en conclusion, on est content d'avoir été avec vous. On espère que ça a grandement éclairé les questionnements que vous aviez au niveau de votre situation financière. Moi, j'avais une petite question à propos du régime d'épargne d'études pour Gabriel. Je trouve ça intéressant pour m'expliquer un petit peu la subvention, les cotisations, tout ça, mais pouvez-vous me dire qu'est-ce que je pourrais offrir à Gabriel avec ce montant-là? Parce que pour moi, ça ne me dit pas grand-chose, 4 000, 2 500. Ça va donner quoi au bout quand il va aller à l'école? Je peux-tu payer ses études au complet avec ça ou il va falloir que je débourse d'un autre moyen? Ça va dépendre un peu des études qu'il va faire post-secondaire. Ouais. Parce que aussitôt qu'ils sont arrivés aux études post-secondaires, il peut commencer à retirer les montants. C'est sûr que s'il va à l'université, ça dépend, ça peut varier en 4 ou 5 ans, dépendamment de ce qu'il veut faire. Même après ça, il y a le cégep. Avant ça, il y a le cégep. Donc, c'est à penser. C'est pour ça aussi qu'on a mis un minimum, un maximum. Le minimum, c'est pour aller chercher tous les pourcentages que le gouvernement faisait en subvention. Maximum, c'est tout dépendamment de ce que Gabriel a l'intention de faire actuellement. S'il pense juste aller au cégep, faire un EDP ou quoi que ce soit, peut-être que ça ne vaut pas la peine de mettre 50 000. Donc, il faudrait peut-être réévaluer ça en sachant ce qu'il a l'intention de faire. OK, on va jaser avec lui, on va pouvoir revenir. Moi, j'aurais deux petites questions pour vous concernant l'incorporation. Vous me parlez beaucoup de me verser un dividende. J'ai déjà entendu parler avec mes collègues que le salaire, le choix entre un salaire ou un dividende, ça serait quoi votre point de vue, puis les différences, brièvement, par rapport à ça, là, selon vous, entre me verser un salaire vraiment ou un dividende à moi-même? Dans le fond, les avantages, qu'un salaire, c'est sûr qu'un salaire, c'est un revenu d'emploi. Oui. Donc, c'est sûr que c'est imposé dans nos impôts personnels. Oui. Mais là-dessus aussi, on paye des charges sociales, que ce soit la RRQ, que ce soit les FSC, les fonds de santé. Tout ça, on paye aussi des charges. Sauf qu'aussi, qu'est-ce que ça nous permet? C'est que vu qu'on a un revenu d'emploi, on peut aussi cotiser à des REER. Parce que pour pouvoir cotiser à des REER, il faut justement avoir un revenu de travail. Donc, ça, c'est un peu les avantages et les désavantages. Sauf qu'en dividende, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu verses un dividende, l'entreprise, elle est imposée, mais à un taux beaucoup plus faible que personnellement avec le même montant. Mais quand nous, on reçoit un dividende, aussi, c'est réimposé, sauf que les deux ensemble, c'est moins imposé. Sauf que là-dessus, on n'a pas de revenu d'emploi. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas cotiser à des REER, donc il faut prendre une autre stratégie pour aller vers la retraite. Donc, c'est pour ça qu'on proposait de continuer encore de cotiser jusqu'au CELI et peut-être justement dans des placements et des choses comme ça. Laisser de l'argent dans la compagnie, j'imagine. Oui, exactement, justement, c'est ça. Puis qu'elle, elle va être placée dans la compagnie puis la sortie. Elle va s'accumuler là. Exactement. OK. Petite précision aussi, peut-être que vous ne pourrez pas me répondre, mais je prends une chance, là, honnêtement. Au niveau de l'assurance frais de bureau, vous disiez qu'il fallait que je m'incorpore pour avoir ça. Si je ne m'incorpore pas, est-ce que je peux avoir une assurance frais de bureau quand même? Au niveau de l'invalidité? Ou ça prend absolument l'incorporation pour ça? C'est sûr que j'avais vérifié, mais je crois que ça prend l'incorporation. Si tu es travailleur autonome, tu peux aller chercher cette assurance. Okay. Donc, en ce moment, c'est sûr que ça peut être un conseil. Si vous décidez de ne pas faire le mouvement, ça pourrait être pris quand même. Oui, ça pourrait être pris quand même. Parce que ça m'a comme réveillé un peu par rapport à l'assurance frais de bureau quand vous avez parlé des frais de la secrétaire. Oui. Je voudrais pas que Ginette elle se retrouve dans le trouble si je deviens invalide. Elle a ses jeunes enfants puis tout ça, ça serait vraiment important. Moi, j'ai une autre petite question par rapport au rendement. Le 5,9 avec portefeuille, moi, je voulais avoir un petit peu moins de risque. Le portefeuille que j'ai actuellement avec mon courtier, j'ai eu beaucoup de fluctuations, beaucoup de pertes. Puis le 5,9, j'aimerais aussi savoir un peu d'où il vient parce qu'il me semble élevé là, par rapport à ce que mon expérience qui n'est pas très bonne à date avec les placements. Oui, il y avait beaucoup de placements sur des titres de croissance, donc des titres évidemment qui peuvent apporter un très grand rendement comme ils peuvent apporter des très grandes pertes. Présentement, c'est beaucoup dans ces véhicules-là de placement que vous aviez investi. Qu'est-ce qu'on a regardé? Il y avait un 60% toujours qui était utilisé avec des obligations du Canada. Donc, c'est des véhicules de placement qui sont très sécuritaires. Donc, dans notre 5,9,
on a un 60% en obligations canadiennes, donc très sécuritaire. Donc vous avez un 60% qui est extrêmement sécuritaire. L'autre 40% va aller surtout dans des compagnies canadiennes, donc ils vont apporter peut-être un rendement moins élevé que qu'est-ce que vous avez connu dans le passé, malgré que vous avez connu des pertes plutôt que des gains, mais qui vont vous apporter un taux cumulé avec de 5,9%. OK. Ben, je vous remercie. Y avait des questions de votre côté? On a eu la présentation. Merci beaucoup. Merci.